César, on s'est rencontrés, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, je sais même plus quand c'était. Plus? Ah ouais, plus tu crois? Un peu plus, ouais. C'était 2012. 2012? Il y a 2 ans. Bien, toi aussi, t'as la mémoire des dates. C'était épique pour moi. Cette rencontre reste inoubliable. Et je suis super heureuse que tu prennes le temps de me raconter un peu ton histoire parce que c'est juste, tu passes de l'art à la technologie. En fin de compte, on dirait que tu touches à tout. Et j'aimerais bien savoir d'où tu viens et comment. Et on va en venir à ce que tu fais qui est extraordinaire. Ouais, t'es né où? T'as grandi où? Et pourquoi t'as les yeux verts et les yeux bridés, quoi? Alors, je vais commencer par la question. Mon père est japonais, ma mère est française. Et mon père, en fait, il est du nord du Japon, il a les cheveux bouclés. Et il a une sœur qui a les yeux verts aussi. Et c'est hyper rare pour des japonais, en fait. Ah ouais? Et c'est un peu un bruit, c'est pas un bruit qui est entièrement confirmé parce que mon père, il est très différent physiquement de ses frères et sœurs. Mais sa physionomie dirait qu'il est de la tribu des Ainu. C'est une tribu du nord du Japon. Parce qu'il a vraiment un physique typique des Ainu. Et c'est une tribu de Mongolie. De Mongolie, pardon. Donc c'est De genre, quoi? De Mongolie? Mongolie, ouais. C'est genre au-dessus de la Mongolie. Et c'est des gens justement qui sont très grands, qui ont les cheveux bouclés comme ça, et qui ressemblent presque plus à des Arabes en fait. Mm. Et mon père, d'ailleurs, quand on le voit, la plupart des gens ne pensent pas qu'il est japonais, ils pensent plutôt qu'il est marocain, un truc comme ça. Parce qu'il a les cheveux bouclés, il est assez grand, il est très mat, il a un nez assez large. Et moi, je ne ressemble pas beaucoup à mon père. Et donc voilà, ça c'est pour la première. Donc je suis né à Bayonne. On a déménagé ensuite à Évry-Courcouronnes quand j'étais plus petit. Et puis après, on a habité à Saint-Malo pendant un temps. Oh yes! Ouais. En Bretagne! Ouais, en Bretagne. Et puis après, j'ai pas mal grandi dans le 11e. Et puis, Ah, à côté d'ici en fait. tout près d'ici, Ouais. à Parmentières. Ouais. Ah bah oui. Et puis. Donc t'es passé par le système éducatif français. Ah ouais, carrément. Ouais, Mais complètement. comment t'as fait pour devenir, tu vois, touche à tout comme ça Alors, t'as fait ton système éducatif français et après, voilà, quelles études t'as fait Alors je vais peut-être commencer à Saint-Malo. Quand j'étais à Saint-Malo, en fait, j'ai commencé des études spécialisées. J'avais des études horaires aménagées. Je faisais la musique. J'étais en F11, comme ça. Donc j'étais à la chorale de la cathédrale de Saint-Malo. Et puis donc je chantais comme petit soprano dans la cathédrale. Et puis après, quand je suis arrivé à Paris, en fait, avec mon nom de famille, on a eu affaire à des gros racistes qui n'ont pas voulu que j'aille dans les bonnes écoles publiques dans le quartier. Et donc mes parents, en fait, j'avais pas trop le choix en fait. Ils ont été obligés de me donner dans du privé. Et j'ai rejoint mon frère qui était une super tronche. Et lui, il était à Stanislas. Parce qu'il était le premier de la classe partout. Donc il cherchait à le mettre dans le truc le plus dur possible. Et donc moi, je me suis retrouvé à Stan alors que j'avais pas du tout envie d'être à Paris. Et en plus, j'étais à Stan, dans une boîte à bac Cato. Pas mixte. Pas mixte, ça le fait pas. Ah non. Non, mais moi, tu vois, j'avais de Saint-Malo, j'étais trop heureux, je faisais du bateau pratiquement tous les jours, je chantais tous les jours, j'étais trop heureux, quoi. Et là, on me met à Stan, notre Cato, je dois me lever dans la salle, je sais pas quoi, enfin, c'était militaire, quoi, c'était affreux. Et puis finalement, j'apprends à m'y faire, et puis après, à la fin de Stan, en fait, comme je commençais à me développer physiquement, alors quand tu es à la fin du collège, quand tu deviens plus grand, plus costaud, mon père, en fait, il voulait que je l'aide beaucoup sur ses sculptures. Oui, parce que ton père est sculpteur. Mon père est sculpteur, ouais. Et moi, j'avais pas trop envie de le faire de la sculpture sur pierre, je trouve ça trop long, trop fastidieux. Mais je voulais faire un truc artistique, enfin, tu vois, c'est dans la fibre familiale. Et j'ai commencé à faire du verre soufflé. Et j'ai trouvé un atelier de verre à Paris et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Donc j'ai commencé à faire du verre soufflé quand j'étais au collège et c'est totalement illégal en fait parce que normalement tu fais du verre soufflé. Ouais, c'est dangereux donc tu peux faire que quand t'as 18 ans. Mais j'ai eu un maître qui s'appelait Pedro Veloso et c'était un gitan et lui il a commencé à souffler quand il avait 12 ans donc il était d'accord, quoi. Et c'était génial. Donc je me suis plongé dans le verre soufflé. J'ai fait quelques expos de pièces que j'avais fait quand j'étais genre à la fin de mon collège.
Et puis après, au collège, on m'a dit les artistes, c'est tous des alcoolos, des drogués, etc. Mais surtout à Stan, quoi, c'est tous des militaires, des ingénieurs, tout ça. Et puis je suis allé à l'école, j'ai voulu aller à l'école Boulle, donc j'ai fait l'école Boulle en art appliqué. En art appliqué, à la fin, j'ai adoré, quoi. J'étais passionné par le travail. Mais quelque part, je sais pas, à un moment, il y a eu un tournant où j'avais un peu de mauvaise réputation. Il y a eu des problèmes, des bastons, de trucs de lycée, quoi. Trucs à la con. Et puis mes profs, il y a pas mal de mes profs qui ont commencé à me décourager et qui m'ont dit que j'aurais pas mon bac et tout ça. Et j'étais vraiment en colère contre eux parce que je me disais je me disais que si ils reconnaissaient pas mon travail, c'est que je devais pas les écouter leurs conseils non plus parce qu'ils allaient m'envoyer à la casse, quoi. Et puis j'ai commencé à beaucoup bosser tout seul, beaucoup en bibliothèque, et puis j'ai passé mon bac avec une demi-sensation de passer pas en candidat libre, mais je me sentais pas tout de suite par mes profs et j'avais vraiment la rage, quoi. Donc j'ai bossé vraiment comme un fou. J'ai eu la mention très bien, j'étais le seul cette année. Mes parents étaient très fiers. Mais c'était bizarre parce que les profs qui m'avaient le plus dénigré, ils sont venus après pour me dire ouais, c'est notre élève. et j'ai détesté, quoi. Et à partir de ce moment, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment jamais vraiment aimé l'idée du succès, en fait, parce que j'avais l'impression que c'était une trahison, en fait. J'avais toujours l'impression que le succès, ça m'amènerait que des lèche-bottes et des faux, quoi. Et donc après ça, avec le mention très bien, comme j'étais le seul en plus cette année dans toute la circonscription, et puis en fait j'ai eu des notes absolues, j'ai eu des moyennes de 20 en art par exemple, donc en fait donc je pouvais aller à Polytechnique, etc. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais prends Polytechnique, c'est un Sciences Po, je sais pas quoi. Et puis moi je dis non, je veux continuer à faire du design, c'est ce qui m'intéresse. Et puis donc je suis aux Arts Déco de Paris, je vais étudier l'animation, dessin animé. C'est dingue. Et, et puis, donc j'étais plus jeune en fait quand je suis entré aux Arts Déco parce qu'on était très peu de candidats à rentrer après le bac directement. La plupart des gens font une prépa. Donc j'ai 17 ans, je suis aux Arts Déco et puis rapidement en fait, je voulais faire de la scéno en fait à la base. Même prof de scéno était super autoritaire et il nous autorisait pas, il voulait pas que ces étudiants partent en échange. Il voulait pas que quoi? Il acceptait pas que ses étudiants partent en échange à l'étranger. Ah, d'accord. Même pour un mois, 2 mois. Et moi, je me dis, mais c'est dommage. Et donc, je prends rendez-vous avec lui. Je lui demande, voilà, je voudrais vraiment faire de la scéno. J'ai des résultats corrects. Mais j'ai vraiment envie aussi de faire un échange à l'étranger à un moment. Et il fait, non, c'est pas possible. Bon, moi, tant pis, je vais pas faire de la scéno. Juste à cause de ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en animation, on doit faire beaucoup de scéno aussi. On doit faire tous les décors pour les films. Donc, j'ai fait de l'animation. Et puis quand je fais de l'animation, et là par contre qui me permettait de partir à l'étranger, donc j'ai fait un échange à Central St. Martins, à Londres, et j'ai fait un deuxième échange pendant ma troisième année à l'ANSI, Atelier Saint-Sabin. Donc j'ai fait du design, mais en fait j'ai fait beaucoup de graphic design quand j'étais en Angleterre, et beaucoup de design produit quand j'étais à Paris, à l'ANSI. Voilà, donc ça c'était... Donc j'ai passé mon master en animation. Après, je voulais partir au Royal College, mais j'avais pas de sous. Donc j'étais à Paris 8 pour avoir ma carte d'étudiant, faire du judo, et puis... Faire du judo? Ouais, j'ai fait pas mal de judo depuis que j'étais petit. Parce qu'il y avait un bon club à Saint-Denis. D'accord. Et puis, donc j'étais à Paris 8. Et puis après, je suis parti au Royal College. Donc ça, c'était des études. Donc c'était Saint-Malo, Stan, Boulle, Art Déco, Saint-Martin, c'est Annecy. Et comment t'as acquis tout ce qui est engineering J'ai toujours pas. Ah bon? Mais alors explique-nous ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais de l'ingénierie. Voilà, c'est chiant. Ouais. Alors, moi, je me considère pas comme un ingénieur, mais comme un hacker. Ah, d'accord. Donc, en fait, je fais des trucs, mais ça veut pas dire que je comprends ce que je fais. Totalement normal. Je développe des robots, surtout maritimes. Sauf depuis récemment, je fais aussi des robots terrestres, depuis un mois. Je fais des robots terrestres, ouais. Parce que j'ai fabriqué un robot de 6 mètres qui fonctionne avec une toute petite batterie, qui fonctionne à l'énergie du vent. Enfin, donc la question c'est, pourquoi l'ingénierie? En fait, le truc c'est...
moi, déjà, je vois pas de limite entre l'art et les sciences, en fait. J'arrive pas à percevoir la limite entre les deux. En fait, quand on fait de l'anime, on doit faire beaucoup de trucs mécaniques Et en fait, j'ai fait une transition, on va dire. Peut-être il y a un moment, il y a un truc magique qui s'est passé, c'est après mon diplôme du Royal College, j'ai été embauché comme assistant dans un labo de mécanique des fluides, où on travaille sur l'énergie renouvelable pour transformer l'énergie des vagues en électricité à Southampton. Et c'était parce que je faisais de l'analyse image par image des machines en fait, que je regardais et optimisais des machines de laboratoire quoi. Et en fait, il y a eu cette transition en fait, où je me servais d'un savoir-faire qui vient artistique, qui vient du monde artistique, mais qui est très technique, pour les sciences. Et après, j'ai commencé à essayer d'optimiser leurs machines et de proposer des nouvelles machines scientifiques en fait. Et donc c'était un peu une petite transition comme ça de 3 mois. Et en même temps que je travaillais en laboratoire, et puis de temps en temps je dormais dans le camion aussi, et comme un surfeur, et avec les machines à vagues, j'allais tester les machines en mer. Avant ça, j'avais un peu des antécédents, j'avais déjà fabriqué plusieurs bateaux comme ça pour moi, quoi. Donc j'ai déjà un intérêt pour fabriquer des machines maritimes, et puis toute la méthodologie en fait expérimentale. Donc en fait, avoir travaillé dans un labo de physique expérimentale, pour moi c'était vraiment la révélation en fait. Et donc la physique expérimentale, pour moi c'était un peu le pont en fait. Parce que physique expérimentale, c'est-à-dire qu'on va faire des expériences, on va observer, et au lieu de passer des heures à faire des maths, on va en fait... petit à petit, j'ai fait ma propre sauce au fait, qui est un mélange de physique expérimentale et de design en fait. Comment faire du design expérimental en fait. Mais comment, parce qu'il y a des ingénieurs. En fait, aujourd'hui, tu fais de l'open source. Voilà. Alors, déjà, c'est quoi ce robot des mers, puisque c'est celui qui est le plus développé, je suppose. Ouais. C'est un bateau, comment tu l'appelles. Qu'est-ce que c'est et comment tu l'as développé? Ouais. Alors, ce que je développe aujourd'hui, ça s'appelle Protei. J'ai une boîte qui s'appelle Scoutbot. On développe aussi d'autres trucs. Mais Protei, donc c'est un bateau à coque articulée. En fait, c'est un voilier, donc ça fonctionne avec l'énergie du vent. Mais au lieu d'avoir un gouvernail et une dérive. Une dérive. Et en fait, donc c'est un bateau en fait qui change de forme. Donc en fait, toute la forme du bateau est contrôlable. La coque du bateau va se déformer. Donc ça va transformer tout le bateau en fait en organe de direction. Et donc ça permet bien sûr de beaucoup mieux diriger le bateau. Mais on pense aussi, on a observé, mais on n'a pas encore mesuré, mais que le bateau est beaucoup plus stable, qu'il peut tirer beaucoup plus de charge, et qu'il est beaucoup plus costaud. Et pourquoi tu as construit ce bateau? Ou vous avez, parce que c'est open source, donc il y a plein de gens qui ont participé partout dans le monde en plus. C'est juste, ouais. L'histoire, donc pour faire court, je bossais donc dans ce laboratoire de mécanique des fluides, et puis j'ai été pris comme TED Fellow. J'ai rencontré à TED un autre gars qui faisait un projet super intéressant qui s'appelle Ushahidi. C'est un projet en fait qui permet à n'importe qui d'utiliser leur téléphone mobile pour rapporter des problèmes politiques ou environnementaux, des violences, ou pour aider à coordonner l'aide humanitaire avec les technologies mobiles. Et j'étais à Nairobi, j'ai bossé pendant un peu de temps comme chef de chantier en fait pour construire leur bureau à Nairobi. Ça c'était ce que je faisais la moitié de la journée, l'autre moitié je préparais une proposition pour l'UNEP. C'est quoi l'UNEP? United Nations Environmental Programme. C'est l'organisation, c'est un peu le ministère de l'écologie mondiale. Mondiale, c'est ça, ouais, exactement. Et en fait ils n'ont pas beaucoup d'argent et pas du tout de reconnaissance et pas de mandat. Bref, donc c'est pour ça que l'écologie au niveau mondial n'a pas de... Oui, parce que j'essaie de te faire... Mais le but de ce bateau que tu construis... Oui, c'est nettoyer la marée noire. Nettoyer les marées noires. Dans le golfe du Mexique. C'est ce qui t'a motivé dès le début? Pour développer cette technologie? Ouais. Ah ouais, complètement. Mais pourquoi t'es allé là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que tu supportes pas, ou comment ça se fait que tu te sois lancé là-dedans, qui est un projet énorme, mondial, qui peut servir tout le monde? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ouais, moi je vais... En fait, les marées noires, j'étais assez au courant parce que mon frère est avocat et l'ERICA, c'était son sujet de master, donc on en avait pas mal discuté, je m'étais vachement intéressé à la question. Et en fait, j'étais confronté à la marée noire dans le golfe du Mexique parce que j'étais chef de projet au MIT, donc à Boston, donc c'était déjà assez scientifique.
Mais par exemple, comment tu t'es retrouvé au MIT? Je comprends pas. En fait, on parle là, mais c'est tellement... Il y a tellement de pièces dans ta vie que... c'est quoi le fil directeur? C'est incroyable. Parce que tu te retrouves au MIT, mais t'es passé par Boulle, et puis tu fais un projet... Quoi, je veux dire, c'est presque... C'est difficile à comprendre, je trouve. Le fil conducteur, j'en discutais avec mon père en fait. Il me posait une question, c'était à ton avis, qu'est-ce que ça a comme répercussion d'être un fils d'artiste? Et je lui disais, à mon avis, ce qui est vraiment particulier d'un artiste, pas d'être un fils d'artiste, l'artiste, c'est que l'artiste croit en son rêve. Et que ce qu'il produit en fait n'a pas de valeur officielle sur le marché qui est déterminée par une cotation sur le marché. Enfin bien sûr, il y a le marché de l'art, mais par exemple un dessin d'artiste, ça peut valoir absolument rien, comme ça peut valoir des millions. Ouais. Et je vois pas d'autres professions en fait où il y a une telle discrepancy, où il y a une telle différence entre la valeur minimum et la valeur maximum. C'est-à-dire qu'il y a toute une construction sociale et politique autour d'un objet qui est produit autour d'une personne. Et la fondation de tout ça, c'est de croire en fait, de croire enfin à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si l'artiste ne croit pas ou s'implique pas dans son dessin, ça vaut rien. Donc la première étape, c'est croire au rêve en fait. Et donc moi en fait, j'ai grandi avec un père artiste qui gagnait pas un rond et qui continue à croire dans son rêve. Et puis au bout d'un moment, ça a décollé, ça a marché pour lui, il a commencé à vendre des grandes sculptures et donc c'est ça que je pense que c'est surtout ça que j'ai appris, c'est apprendre à mettre sa foi en fait dans quelque chose qui est simple en fait, à croire au rêve et à le rendre tangible, à le partager. Et donc ça c'est pas comme ma mère c'était un peu le même truc mais du côté du management, elle était dans une boîte d'informatique, elle faisait du marketing. Et donc c'était un peu le même truc, c'est-à-dire que en marketing on va faire un projet et puis on va essayer de mettre toute l'équipe derrière, etc. Mais c'est complètement différent en fait la sensation. Et donc j'ai vu ces deux choses qui sont proches mais tellement différentes dans la manière de gérer et socialement aussi comment comment dire, le propager socialement. Et donc voilà, donc ça c'est ça le fil conducteur, c'est croire à ce qu'on fait. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui m'accompagne dans presque tout ce que je fais, c'est quand je fais un truc, je suis à fond dedans, mais pas parce que c'est la passion, je sais pas quoi, mais du côté de l'artiste avec une foi, voilà, presque absurde. Et le côté plutôt de ma mère qui est plutôt management et plutôt tangible et on fait les trucs, on fait avancer quoi. C'est cool, t'es vraiment le fils de tes parents quoi. T'as appris le meilleur des deux mondes pour... Et quels sont tes plus grands défis dans la vie? Les plus grands défis? Là, justement, est-ce que ta foi est éprouvée? Ma foi a été éprouvée, ça c'est clair, à nombreuses reprises. Le plus grand défi. Est-ce que c'est facile? C'est ça la question. Est-ce que c'est facile? Et si ça ne l'est pas, comment tu fais? Le plus difficile... Il y a très longtemps, j'aurais dit c'est reconnaître ses erreurs. Je pense que c'était peut-être c'est ce que j'aurais dit il y a longtemps, mais c'est plus le cas maintenant. C'est devenu vraiment facile pour moi de reconnaître les erreurs, de mes erreurs en tout cas. Tu fais des erreurs? Oui. Le plus difficile, c'est de... Ce que j'ai le plus de difficultés, je pense que c'est de modérer, pas de modérer, mais de manager, de gérer les attentes des autres personnes. Donc quand il y a des gens qui vont joindre un projet open source, il y a des gens qui disent j'adore l'open source, je veux sauver les océans, puis qui m'appellent 6 mois après et qui veulent des royalties sur le travail. Ils n'ont pas compris le principe. Ou des gens qui viennent sur c'est un projet open source où on fait des bateaux à coque articulée et veulent fabriquer des bateaux géants de vikings en métal et qu'ils attendent que je finance cette partie de recherche. Il y a toutes ces attentes des gens qui sont difficiles à gérer. Par exemple, toi tu fais du Happy Lab et tu travailles avec des grosses entreprises et ils n'ont pas forcément du respect pour
pour le temps que tu mets dans la recherche, etc. Parce qu'ils pensent que tu es happy et que... que tout va bien, et donc tout vient à toi. T'as affaire à ça aussi. Beaucoup, ouais. En fait, comme on est open source, bah, je vais juste te parler de 3 mails auxquels j'ai répondu hier soir. Donc, je reçois un mail. Oui, on écrit un bouquin sur le mouvement open source. Envoyez-nous un chapitre dans 2 semaines. Il faut que ça se fasse 10 pages et on a bien que ce soit richement illustré et ça va aider à promouvoir votre projet. Je leur dis, bah, c'est très gentil, mais allez écrire ce chapitre vous-même. Pourquoi je dois faire votre travail, quoi. Pareil, une autre formation, venez participer venez nous enseigner. Je fais comme, mais pourquoi je dois faire tout gratuitement? C'est pas... Ouais, parce qu'ils s'imaginent que t'es passionné et du coup qu'ils te rendent service en exposant ton projet, sachant que t'es... Je sais pas combien de TEDx t'as fait. Donc TED, c'est des conférences. Ouais. Et t'en as fait... c'est impressionnant. Le plus au monde. T'en as même fait à Itaewon. Et moi, j'allais à Itaewon quand j'étais ado. Sérieux? Manger de la glace et... ouais. Alors, dans les TED Fellows, on est à peu près 250. Je suis le fellow qui a fait le plus de conférences dans le monde. C'est dingue. T'en as fait combien alors? Je sais plus, en tout je crois que j'en ai fait plus de 20. Là j'en aurais fait 5 je crois TEDx cette année, j'en ai 4 avant la fin de l'année là. Et alors que moi j'ai un TEDx samedi et que j'ai les chocottes, et toi non allez j'en ai 20. Excellent. Et je sais on peut pas toucher en fait ta vie elle est tellement, j'ai l'impression que t'as vécu dans une yourte sur un toit à Londres, maintenant tu vis à Hong Kong, j'ai l'impression que t'es partout sur la planète, tu touches à plein de disciplines et en plus tu touches à tous les nouveaux modes, à certains nouveaux modes de travail ensemble comme l'open source, donc j'ai l'impression qu'on pourra pas toucher à toute ta vie là, c'est trop dense, c'est trop touffu. Donc je vais en venir à la question importante pour ce blog, c'est je sais pas si tu es heureux et qu'est-ce que le bonheur pour toi, ou qu'est-ce qu'il est important pour toi de faire, d'avoir, d'être pour être heureux? Il y a plusieurs questions là en fait. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, mais tu choisis laquelle c'est. C'est-à-dire que tu peux te dire, c'est quoi ta sensation du bonheur? Ok. Je suis pas intéressé d'être heureux en fait. Ah, excellent. Ouais. Ok. Depuis que je suis petit, en fait, je discutais ça avec un ami hier. Je suis cantonal à Paris, donc quand j'étais très petit. J'étais dans une école avec 300 personnes, il y avait 52 nationalités, donc c'était une école très très internationale, mais c'était pas des écoles de Bourges du 16e parce qu'on a tous des fils de diplomates, je sais pas quoi, c'est parce que c'était tous des immigrés quoi. Et des immigrés récents. Il y en a plein qui parlent pas le français, etc. Et en plus, c'était une école, il y avait aussi des sourds, des muets, des trisomiques, il y avait vraiment un mix assez détonnant. Donc tout le monde parle des langues différentes, il y a plein de gens qui parlent arabe, machin. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, au fil des années, il y en a qui partaient, qui devenaient des trafiquants de drogue, il y en a qui commençaient à partir vers des super écoles, etc. Et puis je me suis rendu compte, en fait, qu'on peut vraiment tous devenir ce qu'on voulait, en fait. Que c'était un méga melting pot et qu'il y en avait qui étaient en train d'exploser et d'autres qui se crachaient, quoi. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai développé cette sensation que il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité définie pour un être humain. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on veut. Et donc, c'est une dynamique, en fait, où j'ai remplacé l'idée d'identité par le principe d'action. Je suis ce que je veux faire, quoi. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis toujours refusé, en fait, à ce qu'on me mette une étiquette ou je sais pas quoi. En fait, j'ai pas... C'est pas que je me suis battu contre ça, mais c'est juste j'étais pas intéressé qu'on me dise est-ce que tu es français, est-ce que tu es japonais, est-ce que tu es un ingénieur, est-ce que tu es un artiste. Et j'ai jamais... quand on me pose la question, je dis mais je sais pas, c'est comme vous voulez, quoi. Moi, je fais ce que je dois faire pour faire quelque chose que je pense qui est utile, pour m'en sortir. Utile quand même. Oui, utile. En fait, mais t'es guidé par
Une motivation personnelle ou plus large? Je crois qu'il y a un moment qui peut être révélateur de ça, c'était justement l'année où j'étais candidat pour TED. Le thème de la conférence c'était What the world needs now, ce que le monde a besoin. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que il peut y avoir un overlap entre ce dont on est capable, personnellement. Donc, overlap Ah, en pardon, français. qui est Ça se juxtapose, quoi. voilà, Une juxtaposition. entre ce qui est nécessaire pour ce que le monde a besoin et ce que nous on peut faire ou fournir en tant que personne. Et c'est formidable en fait de trouver juste cette intersection en fait. Et Et pourquoi c'est formidable? c'est formidable. Il y a plein de gens qui peuvent vivre leur vie de manière assez, je vais dire égoïste, sans porter de jugement, mais pourquoi, pourquoi être utile? À quoi ça sert? Bah encore une fois, je reviens à mon père en fait. Quand lui il est artiste, il y a beaucoup de gens qui disent l'art ça sert à rien, etc. Mais quand on vit avec un artiste, et avec un artiste comme mon père qui est extrêmement discipliné en fait, et qui veut vraiment partager quelque chose de profond, et ben on se rend compte que pour moi l'art est vital par exemple. Pour moi c'est évident, parce que je l'ai vécu avec mon père et je vois la force, et que même si c'est pas reconnu, je vois qu'il continue à toujours être très discipliné. Et d'un côté, il y a tous les gens qui font des trucs genre humanitaires ou les docteurs où c'est évident, où l'utilité publique elle est évidente. Et donc en fait, quand on est face à un spectre en fait, de travail qui est nécessaire et qui est noble quelque part, qui est aussi large en fait, finalement c'est assez facile de trouver sa place dans la société parce que d'un coup c'est beaucoup plus identifiable en fait, ce qui crée de la valeur pour les autres personnes, pour soi et les autres personnes. Pourquoi tu dis que c'est facile? Je comprends pas. Il y a plein de gens qui cherchent, c'est pas facile. Pourquoi c'est facile selon toi? Moi j'ai mis du temps. Peut-être que c'est pas facile, je sais pas. Pour moi c'était. C'est évident pour toi. En fait, c'est. Je pense que c'est un truc cognitif, c'est un truc de l'expérience quoi. Par exemple, quand j'étais petit, je chantais, c'est un truc aussi con, tu chantes et c'est le kiff quoi de chanter, tu sens ton corps et tout, c'est extraordinaire. Et puis ce que tu chantes, ce que tu peux chanter, ça peut être pourri et les gens peuvent vraiment être comme ça. Et puis il y a un autre moment où et tu vas sentir qu'ils vont aussi être dans le même kiff que toi. Quoi. Et c'est là où Et donc ça peut marcher pour la musique, ça marche pour les technologies. Quand tu fais un truc qui est magique et tu te rends compte que les gens sont là, waouh. Et tu sens aussi le potentiel que ça a pour la société. Et puis il peut se passer la même chose avec avec la nature, quoi. Tu peux avoir une sensation comme ça. Moi, je travaille sur les technologies environnementales et c'est pas que je vais anthropomorphiser la nature, mais tu sens une réponse positive, quoi. Et quand tu sens cette réponse positive, en fait, c'est pas du tout. Les gens, peut-être, ils vont percevoir ça comme un truc spirituel. Moi, je sens ça comme un truc vraiment pratique. Et donc, en fait, quand tu commences à raisonner en fait, avec ce que tu fais, et avec les gens qui t'entourent, en fait, tu as des sortes de validation. Et puis voilà, tu sens que tu fais un truc qui est bon pour la nature, bon pour les gens avec qui tu travailles. Et puis tu continues. Ouais. En fait, toi, t'es dans l'expérience. Donc, ouais. T'avances, si t'as un mur, tu t'essayes, paf, ça te mène ailleurs. Et c'est pour ça que t'as ce parcours hallucinant entre art, parce que tu fais pas. Alors, le verre soufflé, le chant. Tu travailles avec des ingénieurs, donc c'est vraiment étonnant. Donc, si on revient au bonheur, parce que là on l'a touché, mais le bonheur pour toi, ce serait quoi alors? Le bonheur, c'est quand l'expérience fonctionne, et c'est aussi quand l'expérience fonctionne pas. C'est le bonheur, parce que quand l'expérience fonctionne, c'est la magie, quoi. Et quand ça fonctionne pas, bon, on rigole, quoi. Bon, il faut continuer. T'aimes chercher, en fait, aussi. Ouais, j'aime bien trouver aussi. Mais il y a aussi comment, une sorte d'ironie dans la vie, en fait. Il y a un dicton juif que j'aime beaucoup, en fait, où on dit ou peut-être pas c'est un dicton, c'est une pratique, quoi. Quand on est heureux, on joue de la musique triste, et quand on est triste, on joue de la musique joyeuse. Et je pense que c'est assez fort dans la culture juive, en fait, où
Et en fait, l'idée de cette pratique, c'était une métaphore en fait de la capacité de l'humain à définir son propre destin. C'est-à-dire qu'on peut se jouer de la vie en fait. C'est-à-dire quand il y a les pires moments, on a la ressource dans notre être humain de retourner les situations ou d'en rigoler. On peut rigoler de ce qui est tragique. Et quand on est dans les purs moments de bonheur, on peut se mettre dans un état très facilement, enfin moi, dans un état nostalgique voilà, de se dire par exemple, ouais c'est un bonheur qui n'est pas partagé, ou alors savoir que c'est un bonheur qui va être que passager. Et donc en fait il y a, voilà, donc il y a je pense pas que c'est particulièrement philosophe, c'est plutôt, c'est plutôt c'est plutôt être porté par une expérience qu'on fait ou se laisser porter par cette expérience aussi. Et c'est une sorte d'aller-retour entre ces sensations en fait, quoi. Je sais pas si je suis quelqu'un de particulièrement heureux. Ce que je sais, c'est que je suis vraiment content de faire ce que je fais. Et que. Je veux dire, quand je dis que je suis quelqu'un d'heureux, je sais pas si je rayonne d'être heureux. Ce que je sais, c'est qu'intérieurement, je suis très satisfait euh, de faire ce que je fais, quel qu'en soit le coût, en fait. En fait, ce que les autres perçoivent comme de coût, en fait. D'être loin de sa famille, de ne pas avoir d'argent, d'être parfois abusé, ou... J'en souffre pas. Beaucoup de gens voient ça comme un coup. Moi, je sais pas que ça me touche pas. Ça me touche, bien sûr, mais je continue à avancer, quoi. Je vis à travers ça, quoi. Génial. Inspirant pour moi aussi dans mon parcours. Merci César. Merci. Ah ouais, ça y est, c'est fini. Ok.